Bienvenue au MEF 2026, Entreprise et Polycrise, comment perdurer avec maîtrise. Notre économie locale est bien vivante. Vous en êtes les premiers témoins. Vous, employeurs de notre territoire, vous qui faites battre le cœur de nos quartiers, vous qui créez de la valeur, de l'innovation, de l'apprentissage, et vous qui contribuez chaque jour, chaque semaine à l'attractivité de notre commune. Notre ambition, c'est de vous apporter des pistes concrètes pour affronter l'avenir de manière préparée et lucide. Nous sommes à vos côtés et à votre écoute. Il y a des communes, et Meyrin en fait partie, qui prend son destin en main. C'est une commune qui sait vers où elle veut aller, c'est une commune qui dit ce qu'elle veut et qui accompagne le développement. Merci d'avoir instauré justement ce forum. Le MEF, quant à lui, il vous redonne rendez-vous le 27 mai 2027. Merci beaucoup de votre présence. Très belle soirée. Bienvenue à toutes et tous de nouveau. Nous voilà ensemble de nouveau. Et puis pour ne pas manquer aux bonnes habitudes que l'organisation nous a données depuis ce matin, on va ouvrir avec une petite vidéo qui en dit plus que des mots. Sandrine Bertrand, bienvenue. Vous représentez OM Pharma. Vous êtes ici, donc vous êtes Chief Technical Officer. OM Pharma, entreprise biopharmaceutique que nous connaissons bien, notamment dans le domaine de l'immunologie, n'est-ce pas? Forte croissance, 200 collaborateurs actuellement et 5 départements. Vous rentrerez peut-être un petit peu plus dans le détail. Maxime Chapuis, moi j'ai la chance d'avoir à ma gauche le sportif, le champion en VTT, n'est-ce pas, et en DH. Exactement, en vélo de descente. Et puis surtout cofondateur et directeur de Baïsi, cette entreprise que vous avez créée avec 2 autres co-dirigeants et amis, qui propose un modèle innovant de location sur abonnement de vélos électriques pour soutenir la mobilité douce. Merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Vincent Choubilia, que l'on ne présente plus, mais qui est avec nous aujourd'hui et sans béquille. On espère que elles ne sont pas très loin, mais vous êtes dans la robustesse, c'est le terme, un des mots-clés de la journée d'aujourd'hui, donc directeur général, bien sûr, de la CCIG et président de la Chambre de commerce et d'industrie suisse. Merci également d'être avec nous. Et puis Gérald Vernet, que nous avons rencontré déjà ce matin et qui nous a lancé les mots-clés de petit pas à petit pas, mais dans la préparation, jamais attendre et se laisser prendre, et surtout une expertise extrêmement profonde en matière de crise. Et justement, c'est sur ce mot que j'aimerais ouvrir cette table ronde. Perdurer avec maîtrise, certes, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Parce qu'on part souvent du principe qu'on met tous la même définition derrière un mot commun, mais finalement, une crise, on la reconnaît à quoi? Quand est-ce qu'on est en crise? Est-ce qu'on peut être en crise sans avoir réalisé, être surpris ensuite, quand les dégâts sont déjà avancés? Alors, je vous donne la parole en premier, Gérald. Merci infiniment. La crise, il faut simplement la voir comme un état de situation qui atteint, ou qui a comme signification finalement qu'on met la substance de l'organisation en danger. Avant, ce sont des perturbations, ce sont des frictions, etc. Lorsqu'on déclenche dans une entreprise le team de management de crise, c'est que l'entreprise est véritablement en danger et que seules des mesures non ordinaires pour maîtriser cette situation permettra d'en sortir.
Sinon, le reste, ce sont des SOP, hein, des habitudes. On a organisé, s'il se passe ci, on fait ça, etc. J'ai crevé un pneu, je vais changer la roue. Ça, c'est pas une crise, c'est une petite friction. Donc, c'est comme ça que je le définirais. Et je trouve que votre question, elle est extrêmement pertinente parce que c'est aussi ce qu'on apprend aux militaires, c'est-à-dire que chaque chose a un mot, une signification. On ne doit pas utiliser des termes à mauvais escient par rapport à ça, qui au final font peur à tout le monde, mais ne font pas avancer les choses. Donc oui, la question est très très importante. Voilà ma définition. Et je rebondis sur un mot que vous avez utilisé d'entrée de jeu, la substance. Alors quelle est la substance de l'entreprise? Qu'est-ce que la crise met à mal? Est-ce que c'est le bottom line, les finances immédiatement, ou est-ce que ce sont d'autres éléments qui sont aussi des piliers de la solidité et de la pérennité d'une organisation, parfois avant les finances? Je dirais qu'aussi un dirigeant doit savoir maintenant qu'est-ce qui peut le mettre au tapis, qu'est-ce qui peut faire disparaître l'organisation, faire mourir en fait l'entreprise. Cette substance-là, elle peut être financière, elle peut être au niveau des collaborateurs, elle peut être au niveau des partenaires avec lesquels on travaille et dont on est totalement devenu dépendant. D'accord ? Donc, on va revenir de nouveau sur la thématique de la cartographie des choses qui font fonctionner et qui fonctionnent mon entreprise, et ensuite de l'analyse des risques. Et c'est uniquement à partir de là qu'on pourra dire effectivement quels sont les éléments qui, pour moi, au final, risquent de faire capoter toute mon organisation. Il faut éviter de partir sur des émotions, de partir sur des « je pense que ». Je crois qu'il faut être cartésien par rapport à ça. Encore une fois, c'est de la cuisine, hein, il n'y a rien de spécial là derrière, mais ce travail il doit être fait proprement, systématiquement. Alors pour ce travail, parce que si vous n'avez pas assisté à l'entrée de cette journée avec Gérald Vernez, c'est de la cuisine et on a tous Betty Bossi. Donc on est là pour avoir des recettes, donc je vais me tourner vers nos autres invités pour avoir les recettes. Sandrine Bertrand, les recettes d'OM Pharma, est-ce que vous allez pouvoir nous les donner? Comment est-ce que vous abordez cette question-là je vous engage plutôt sur le terme de perdurer, être dans la durée, dans la longévité, quand on conduit son entreprise? Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on anticipe des choses, on essaye de prévoir. Cependant, je pense qu'il faut plutôt qu'on se mette dans un modèle où on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et c'est plutôt cette façon de perdurer, c'est-à-dire d'anticiper ce qu'on ne sait pas encore. Alors évidemment, il y a des fondamentaux à poser, mais je pense que les organisations, elles doivent être plus prêtes maintenant à être en agilité. Alors c'est des mots un peu tiroirs, mais en résilience, en agilité, alors que moi je pensais avant maîtriser, ça passait par de la structure, ça passait par de l'anticipation. C'est toujours là, mais je pense que c'est plus tout à fait suffisant dans la mesure où c'est continu. Donc on apprend aussi au fur et à mesure des situations à créer des organisations qui sont plus prêtes en continu à faire face à ça. Alors, je le dis, ça paraît théorique, on n'y arrive pas tout le temps. Donc voilà, il y a eu des crises aussi qui ont été compliquées. Ça ne veut pas dire qu'on avait tout en place, mais à chaque crise, on apprend mieux. Et voilà, je pense que moi, je suis persuadée que l'humain est la bonne clé pour répondre aux crises, avec de bons processus et des choses simples en place. Je pense que c'est la clé pour la suite. Alors l'humain, on est dans cette analogie du vivant aussi, et on sait que le vivant s'adapte déjà depuis 3,5,8 milliards d'années, donc on a des leçons à prendre. C'est l'adaptabilité. Vous parlez d'agilité, alors je me tourne vers vous, Maxime Chapuis, déjà pour une métaphore, parce que les métaphores aident. Votre domaine, à l'origine, c'est le sport. Comment est-ce que vous mobilisez, en tant que sportif, ces forces-là d'adaptation, d'agilité? Votre sport, c'est le tout-terrain, et c'est par définition, sauf si je me trompe, la difficulté et l'imprévu, n'est-ce pas, en VTT. Alors simplement, humainement, en tant que sportif, comment est-ce que vous gérez quand vous êtes au guidon? C'est souvent de l'imprévu. Après, on s'habitue beaucoup à l'imprévu. Donc, on arrive à plus ou moins anticiper un peu la chose. Mais au final, on se retrouve devant l'obstacle ou la chose qui crée le risque. Et puis à ce moment-là, on faire un petit peu comme on peut. Comme disent les jeunes, on gère.
On gère en Ouais, situation. alors on essaye de gérer. C'est pas toujours facile, mais au final, on s'en sort. Alors on sait qu'il faut se préparer, on sait que c'est important, on ne peut pas toujours se préparer à tout. Ce que vous nous dites, c'est que quand on est confronté au fait, il y a une ressource aussi d'instinct ou de réflexe, de capacité de réactivité. Effectivement, comme vous dites, le mot réflexe, ben, c'est clair que c'est exactement ça. J'ai fait ça depuis tout petit, donc au final, les réflexes ils sont là depuis tout le temps. Il faut avoir confiance en ces réflexes. Il y a l'expérience aussi qui rentre en jeu, mais c'est clair que c'est le réflexe qui prime sur le tout. Ouais. Donc perdurer, ça vient aussi depuis tout petit, et puis c'est-à-dire qu'on a des apprentissages parfois dont on n'est pas toujours conscient. On pourra y revenir, mais je trouve intéressant l'idée. Je me tourne vers vous, Vincent Soubilia, puisque vous êtes à la tête d'une organisation qui, elle, contrairement à Baïsi, je dois le dire, est une jeune organisation créée en 2020, donc 6 ans de recul. Vous avez des années d'expérience au sein de votre institution. Comment est-ce qu'on aborde les changements qui ont été multiples dans l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors, peut-être d'un mot liminaire, si vous m'y autorisez, pour d'abord exprimer ma gratitude à l'endroit des organisateurs du MEF, qui n'a rien à envier à son grand frère du WEF, de par la notoriété qui est la sienne, et sa durabilité, elle aussi, puisqu'on se retrouve, c'est un marqueur incontournable de l'agenda économique genevois. Et un mot de gratitude pour le choix du titre, Polycrise, auquel on aurait pu être tenté d'ajouter un autre P qui se termine par crise, qui est permacrise, parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où effectivement les crises non seulement durent, mais se répètent, et c'est un état quasi permanent. Alors, pour répondre de façon plus directe à votre question, il est vrai que l'institution que j'ai le plaisir de diriger, et tout ça ne me rajeunit pas, à célébrer ses 161 bougies, c'est dire à quel point depuis 1865, elle a été confrontée à des crises majeures. On peut penser notamment aux 2 conflits mondiaux, et que, en application de l'adage tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, que je pratique aussi sur un plan plus personnel, on apprend sans avoir la baguette magique ou la boule de cristal, pas plus que la cuillère de Betty Bossi pour la recette idéale, mais disons, on apprend à développer un certain nombre de modèles de résilience, un terme qui est un peu galvaudé et qu'il faudrait remettre dans son contexte. Si Boris Cyrulnik était dans la salle, probablement qu'il aurait un regard différent, puisqu'on parle de la chose économique, mais des modèles de résistance qui se fondent sur un double prisme, qui est celui de ce qui est prévisible. Il faut prévoir l'imprévisible, c'est la difficulté de l'équation, mais pour ce faire, il faut se doter d'un certain nombre, le terme a été lâché, il n'est pas très sexy, mais il est ainsi de process ou de processus qui permettent de parler, c'est ce qu'on appelle des plans de contingence. Et puis, il y a, c'est ce que Maxime soulignait à l'instant, ce qui est du domaine plus intuitif ou émotionnel, qui est de la capacité de chacun et de l'humain à faire face à la difficulté sans y être préparé. Mais je pense que c'est là aussi où on peut faire véritablement la différence, et sans vouloir basculer absolument dans les poncifs, mais oui, la crise dont l'étymologie pour les hellénistes dans la salle est aussi celle d'une opportunité, qui est un anglicisme, c'est cette capacité à transformer l'adversité qui vous fait grandir en une force. Et c'est dans la difficulté que nos organisations, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur année de fondation, doivent pouvoir se réinventer pour avancer. C'est une chose de le dire, c'en est une autre que de le faire au quotidien. Mais c'est la volonté qui doit nous animer. Et c'est plutôt optimiste de se dire que la crise, finalement, peut être positive. Sandrine Bertrand, est-ce qu'une crise peut être positive ? Bon, on a eu le débat. Alors, je sors d'une table ronde où apparemment ça semblait être un peu pas la définition d'un professeur de l'EPFL, donc je n'irai pas contre son avis. Cependant, nous, on l'a vécu comme ça. On a eu, en fait, chez OM Pharma, merci. En 2020, on sortait du Covid. On se décrochait d'un groupe. On devenait indépendant. Donc, jusque-là, tout allait à peu près bien, encore que. Et on a décroché un marché géant en Chine.
Donc en extrêmement peu de temps, il a fallu quasiment doubler les volumes de production et les capacités de production, sachant qu'on enchaînait quasiment avec ces 3 sujets les uns après les autres. Donc autant que Covid c'était une crise, le fait de devenir indépendant, c'est positif. Le fait d'avoir l'hypercroissance, c'est positif. Par contre, quand on en a fait le bilan, on pouvait quand même considérer que c'était une crise, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait fait quelques dégâts. Alors, des dégâts dans certaines structures, parce qu'on a perdu des fondamentaux en chemin, des choses de base, en pleine croissance, qu'on a laissé un peu tomber, et on s'est rendu compte après coup que, en fait, il fallait y revenir. Par contre, ça a révélé aussi des choses extrêmement intéressantes, c'est qu'on s'est rendu compte que des équipes qui étaient parfaitement capables de gérer la routine étaient moins adaptées pour la crise. Et il y a des gens qui se sont complètement révélés dans la crise, des gens un petit peu, moins visibles, moins brillants, peut-être moins visibles dans ce qu'on attendait. Et on parlait de compétences tout à l'heure sur une table ronde. Et en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des équipes plus adaptées à la crise que d'autres. Et c'est en ça que, étant donné que les crises s'enchaînent, je pense que c'est extrêmement important qu'on soit à l'aise sur le développement des compétences aujourd'hui et qu'on tienne compte de ça. Ce qui veut dire que la crise peut être aussi bien un révélateur d'une fragilité, d'une faiblesse, que de compétences qui étaient éventuellement invisibles ou sous-estimées, de réflexes qui sont mobilisés avec l'adrénaline qui va aussi avec une crise, de manière très humaine, dans la gestion opérationnelle. Oui, exactement. Et on se rend compte aussi dans ces moments-là de gens qui sont absolument résistants, extrêmement résistants. Il y a des gens qui se retrouvent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas du tout, dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas, malgré des processus en place. On est dans une industrie pharmaceutique, donc on a des plans de reprise d'activité, etc. Mais il y avait plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Et et je crois qu'on a réussi ces crises, soit difficiles, soit positives, mais grâce à l'humain. Ça, j'en suis persuadée. Et je pense que les entreprises qui réussissent le passage des crises, c'est lié à une maturité relationnelle des équipes, à des liens humains qui sont réels. Alors, c'est pareil, ça paraît être des discours un petit peu, très positifs et un petit peu loin du terrain, mais pas du tout. En fait, l'humain est dans ces moments-là, puisqu'on ne peut pas tout prévoir. C'est le lien entre les gens, c'est la confiance qui se font, qui nous a permis de passer au travers de ça. Et qui crée de la solidité, de la robustesse. On abordait le terme dans la table ronde précédente. Maxime Chapuis, vous êtes face aussi à la nécessité, à l'enjeu, au défi, et je pense aussi à l'enthousiasme de gérer une croissance forte de votre activité, lancée, je le rappelle encore, il y a 5-6 ans. Vous n'avez pas vécu de crise encore? Ou est-ce que gérer une croissance forte, c'est aussi un défi tel que Sandrine Bertrand le soulignait là à l'instant et s'apparente à une gestion sous tension? Alors, je dirais qu'on n'a pas encore vécu de vraie crise. Nous sommes nés pendant une crise, pendant le Covid. C'est là que l'idée de cette formule d'abonnement est venue. Il y a eu un engouement énorme autour du vélo pendant le Covid. On a imaginé un petit peu une solution différente. On a voulu en fait transformer un produit en un service, qui est du coup l'abonnement de location de vélo sous forme, tout inclus. Et donc, comme je disais, on n'a pas encore vécu de crise. Par contre, la croissance est tellement plus importante que ce qu'on avait prévu. On a réalisé des business plans et tout ça. Ça se passe jamais comme prévu. Une vraie crise, je dirais qu'on n'en a pas vécu. Par contre, les 3 premières années, on était un peu trop ambitieux. Là, on entre dans une phase où il y a beaucoup de demandes, mais on ne s'attendait quand même pas autant. On dit parfois viser les étoiles pour atteindre la Lune ou viser la Lune pour atteindre les étoiles. Pourquoi trop ambitieux? On était trop ambitieux dans le sens où on avait trop de stock pendant longtemps. C'est compliqué d'avoir du stock qui dort. On n'avait pas assez de clients par rapport au stock qu'on avait. Donc les 3 premières années étaient très compliquées. Et puis on a su trouver des solutions. Typiquement au début, on était seulement en ligne. On a eu l'opportunité d'être physique, d'ouvrir un magasin. Donc ça demande des ressources supplémentaires. Ça a vraiment changé la donne. Donc, Pardon, ça a vraiment changé la donne. Positivement. Positivement. Ouais. Donc ça veut dire que là, ce sont les leviers de résilience dont parlait Vincent Subilia. C'est la capacité de réactivité dont vous parliez face à l'obstacle quand il arrive en VTT. Gérald Vernez, on entend aussi, me vient à l'esprit l'idée d'apprentissage.
à travers les temps de crise. Alors, il y a l'anticipation que vous avez beaucoup souligné, la nécessité absolue de se préparer, la difficulté de se préparer à l'imprévisible, mais il y a aussi la capacité d'apprendre, n'est-ce pas? Et dans des temps, j'imagine, qui peuvent être différents, est-ce qu'on peut apprendre pendant la crise? Est-ce qu'on est en capacité de maîtrise pour pouvoir tirer des leçons pendant? Ou faut-il, pour être dans la maîtrise, prendre le temps plus tard, et quand, et comment, pour tirer les enseignements? C'est un petit peu un mélange de tout ça, si vous voulez, parce que je pense que durant la crise, on a d'abord aussi des obligations de journalisation des événements pour que lorsque l'assureur va venir vous dire « je vous paye pas parce que ci, parce que ça », ou que le juge vous tombe dessus parce que vous avez fait telle ou telle faute, vous devez disposer des éléments pour pouvoir démontrer comment étaient prises les décisions, etc. Donc tout ça va vous aider ensuite à analyser à froid comment les choses se sont passées. Mais ce qui pour moi est important, que vous soyez sportif, militaire, policier, etc., c'est de pratiquer autant que faire se peut des situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver, non pas pour être capable de gagner, mais simplement pour pouvoir vous dire « je suis capable de maîtriser une situation complexe ». Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, Sandrine, pour moi c'est important de pouvoir profiter de modules de formation, d'exercices ensemble pour découvrir des faiblesses structurelles, découvrir que, voilà, Vincent, dans la crise, faut pas compter sur lui, il sait pas, mais par contre, Maxime, alors de bleu, alors lui, c'est d'accord, on va lui donner, ou bien se dire, tiens, de toute façon, on a tellement besoin de Vincent, il y a un problème ici, il faut qu'on l'aide, il va falloir lui donner des moyens, etc. Donc, ça permet de découvrir des faiblesses. Donc, et derrière le fait d'avoir ces règles de cuisine, je ne vais pas gagner. Et vous savez, un bon Vaudois, comment est-ce qu'il termine en fait un exercice? Je m'adresse à la salle. Comment vous terminez un exercice? Avec un apéro. Parce qu'à la fin, ce qui est important, c'est le team. Se retrouver autour d'un verre en disant « Hé, on l'a fait, on y est arrivé ». Et quand il y aura une vraie crise qui arrive, on sait sur qui s'appuyer ou pas. Donc ces choses-là, si on a la chance de les faire avant, peut-être c'est pas le cas chez vous, Maxime, mais si on a la chance de faire... Moi j'en fais une dizaine par année de choses comme ça avec l'entreprise. Il faut voir les yeux des gens. Hey, on y est arrivé. Là, on fait des vrais pas. Et là, on est aussi dans le sens où la crise est une opportunité. On découvre peut-être que, tiens, peut-être tel ou tel segment de clientèle, telle ou telle organisation nous aurait permis de faire mieux, etc. Donc ça nous fait progresser. Voilà. Vous touchez à deux choses qui sont éminemment humaines, c'est qu'en période de beau temps, belle météo, on a peu envie de passer du temps à prévoir, anticiper l'orage. Et puis quand on est pris dans l'orage, on doit réagir. Et puis quand on est sorti de l'orage et que le beau temps est de retour, on a envie de laisser le mauvais temps derrière soi. Comment est-ce qu'on intègre avant et après le fait de se projeter dans des temps qui sont différents, qui sont des défis, alors qu'a priori, aujourd'hui ça va bien, aujourd'hui de nouveau ça va bien, hier est passé ou demain n'est pas encore advenu. Vincent Subilia, je vous vois opiner, alors oui, partagez parce que je avec pense que vous avez parfaitement synthétisé ce qui est d'ailleurs l'essence de cette belle manifestation et de l'intitulé que je mentionnais tout à l'heure. Parce qu'en réalité, il faut s'interroger pour savoir si la notion de beau temps existe encore. Loin de moi l'idée de vouloir peindre le diable sur la muraille. Je pourrais citer ici la dernière étude conjoncturelle publiée par notre institution qui fait état d'un moral, non pas des ménages, encore que c'est probablement le cas, mais des entrepreneurs très largement en berne, avec un indice de confiance ou un déficit de confiance comparable aujourd'hui à ce qu'on a pu connaître pendant le Covid. Et donc, encore une fois, je ne prétends pas qu'on ait la science infuse ou la vérité avec un V majuscule, mais ça dit beaucoup de l'état d'esprit qui est celui des entrepreneurs. Et quand je vois la qualité de celles et ceux qui sont ici réunis, qui tous au quotidien se battent, parce que c'est un combat, et c'est à dessein que j'emploie ici des termes militants, pour ne pas dire militaires, que de se lever pour créer
de la valeur économique qui se traduit en termes d'emploi. Et donc, merci à tous les entrepreneurs présents ici. Mais ça n'est pas une sinécure. Et en réalité, et c'est pour ça qu'on parle de poly et surtout de permacrise, cet état de tension majeure imputable à la crise, il est quotidien. Et c'est ce qui rend l'exercice particulièrement difficile, parce que la bouffée d'oxygène qu'on appelle de nos voeux après un passage en creux, elle se fait de plus en plus brève. Et en réalité, c'est à se demander si la crise n'est pas devenue l'état de référence. Et qu'en réalité, on est tous et tout le temps en crise. C'est peut-être peu rassurant, mais comme on l'a souligné tout à l'heure, j'ignore si je suis en capacité de faire face aux crises. Ce que je sais en revanche, c'est que j'ai quelques racines vaudoises et que donc la perspective d'un carnot-de pour aller se serrer la main mais sympathique. Mais c'est un révélateur. Et comme je le disais tout à l'heure, la vraie qualité humaine, elle est dans la capacité à faire face et à transformer cette difficulté en force, surtout quand cette difficulté, on la rencontre au quotidien. Finalement, si on banalise, mais dans le bon sens du terme, l'idée de crise, que si on part du principe que la crise fait partie de la vie, des vies personnelles d'ailleurs, comme des vies institutionnelles, des vies des entreprises, est-ce que c'est rassurant dans la conduite de l'entreprise si on part du principe que finalement, c'est un élément parmi d'autres, voire ça se succède parce que nous sommes dans un monde de changement permanent, nous sommes dans un monde d'incertitude, nous sommes dans un monde aussi d'accélération de tout. Est-ce que l'intégrer psychologiquement, c'est aussi l'intégrer plus facilement dans la pratique managériale? C'est assez motivant que rien ne soit au final monotone, qu'il y ait tout le temps des challenges à venir, peu importe si on en est au courant ou non. Le fait de faire face à ces... Nous, comme je disais, on n'a pas encore vécu de vraie crise. Un côté, c'est excitant de pouvoir faire face à ces petits ou gros problèmes. Et au final, avec les collègues, de se retrouver autour d'un verre, c'est quand même toujours satisfaisant. Ça, c'est magnifique de se dire quand même que la crise est stimulante. C'est une manière extrêmement positive d'aborder le sujet. Donc finalement, il nous faut des crises pour perdurer. On combat les crises avec grand plaisir, ouais. Oui, c'est clair. Sophie Bertrand, puis Gérald Vernès, vous vouliez commenter peut-être? Non, je voulais juste demander du soutien par des viticulteurs à ma modeste entreprise, parce qu'en ayant vendu les apéros, on a en arrière. Sandrine. Après, je complète un petit peu. Je pense que c'est très positif ce que vous avez dit d'intégrer la crise dans nos quotidiens. Par contre, je pense qu'on n'y est pas. Il faut quand même être assez objectif. Aujourd'hui, on en parle, bien installé ici. On va tous revenir dans notre quotidien. Je pense que c'est encore pas, en tout cas dans notre entreprise, on y travaille, mais c'est pas complètement intégré. Et malgré le fait qu'elles arrivent régulièrement, on a quand même toujours, un peu après coup, l'analyse de se dire « Ah oui, bah, celle-là, on l'avait pas vu venir, et puis on a raté ça, on n'avait pas prévu ça. » Donc je suis pas sûre qu'on soit encore complètement prêt, en tant qu'humain, à se dire qu'on va gérer la crise en continu. Parce que comme vous parliez de sport, quand on fait un effort long, à un moment on a une phase de récupération, on attend ça, on attend le ravitaillement, on attend la ligne d'arrivée. Et quand on se lance dans une épreuve sportive, de se dire que ça ne va jamais s'arrêter, psychologiquement, c'est impossible à tenir, si ce n'est de s'y préparer. Mais je pense qu'on n'y est encore pas complètement. Et c'est encore un travail à faire dans les entreprises, au-delà des processus, aussi sur l'impact cognitif, collectif que ça a en permanence d'être dans une situation de tension. Je pense qu'on sous-estime cette partie-là. On est encore très process, on se satisfait de ça, mais je pense qu'on n'analyse pas suffisamment l'impact sur l'humain d'être en tension et en crise permanente. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable en tant qu'humain, parce que je pense qu'il y a des trucs exceptionnels qui se font, mais je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment préparé. Le risque de surchauffe. Alors si on n'est pas prêt, peut-être qu'on peut le devenir, et je me tourne de nouveau vers Gérald Vernès pour savoir le comment est-ce qu'on peut intégrer ça. Mais juste avant de vous donner la parole, je voudrais vous inviter aussi à poser des questions. Vous avez la possibilité
en scannant le QR code qui apparaît sur l'écran, le Slido, les questions nous viendront. Je les prendrai volontiers, ou bien en élan dans la salle. Mais, donc Gérald Vernet, si on n'est pas encore prêt, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'être. Comment est-ce qu'on, encore une fois, peut intégrer dans la gestion managériale la crise et sa préparation, sans que ce soit une afterthought? Au risque de paraître présomptueux, je pense que si aujourd'hui on est dans une situation permanente de crise, je suis entièrement d'accord avec vous, on va s'essouffler et on va mourir. Il faut impérativement maintenant faire en sorte que les défis du quotidien soient gérés correctement au quotidien. Ça veut dire qu'il faut faire des transformations dans son quotidien pour pouvoir gérer la pression. Je suis entièrement en ligne avec Vincent pour dire que la situation aujourd'hui a changé, n'est-ce pas? C'est les 6 ruptures que j'ai présentées ce matin. On est là au milieu. Mais d'être toujours dans la crise, c'est mortel. Et j'ai eu cette discussion avec Suisse même, juste après l'annonce en fait, des tarifs douaniers, où il me disait, mais nos entreprises sont en crise. Je dis, mais elles doivent en sortir, impérativement. Et il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, structurelles, etc. Peut-être on n'a pas les bons process. Et puis il y a des éléments qui sont importants aujourd'hui, c'est comment une entreprise aujourd'hui se renseigne sur la situation. 20 minutes et puis le blic, ça suffit pas. Donc c'est là où, par exemple, les associations professionnelles jouent un rôle central pour informer les entreprises sur la situation. Et nous, c'est une grosse partie de notre travail aussi, on fait du renseignement. On va faire du renseignement de compétition entre les entreprises, savoir qu'est-ce qui se passe où, et faire en sorte que l'analyse permette à l'entreprise de prendre des décisions éclairées et de ne pas se laisser surprendre. Voilà. Et est-ce que c'est possible également de ne pas s'être vu sortir de la crise, c'est-à-dire d'une part ne pas se laisser surprendre, mais de l'autre part ne pas se laisser submerger et rester dans un état de crise, d'état d'esprit de crise permanent, alors qu'en fait on a la possibilité, on a même peut-être déjà rebondi sans s'en apercevoir. Alors c'est exactement ce que j'ai présenté ce matin. Ce matin? Non, c'était cet après-midi, le temps passe très vite, en disant on doit à un moment donné décider, on est sorti de la zone où on est organisé de manière différente. D'accord? On doit sortir de l'urgence, revenir, tout corriger, le remettre en fait dans le courant normal. Parce qu'on ne peut pas laisser une organisation tourner à 100 à l'heure. Elle va s'essouffler. D'accord? Ça ne va pas. Vraiment, ça c'est important. Et c'est une décision du management. Le management doit dire, on revient dans les structures normales. Mais telle tâche, maintenant, doit être confiée à tel et tel. Ça rentre ensuite dans la gouvernance de l'entreprise, de vérifier que les buts ont été atteints, mais de grâce, sortons de l'urgence. Vincent Subilia. Oui, je rejoins largement les propos de mon préopinant, surtout lorsqu'il vante les mérites d'organisation de défense et de promotion économique, à l'instar de la CCIG, qui, et pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore membres, mon excellente collègue Margot est au 2e rang, est prête à vous accueillir, qui ont pour vocation aussi de défendre, de promouvoir, je le disais, mais d'accompagner, en particulier lorsque les temps sont plus compliqués, les entreprises, parce que d'abord elles se sentent moins seules, et puis en plus il y a des outils, et vous l'avez dit. Maintenant, je pense que, vous connaissez l'adage en anglais, perception is the new reality, et donc la vision que chacun très personnellement peut avoir de la crise est les clés. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a sa conception de ce que peut être une crise, et l'effort de relativisation qu'on peut mener, d'intellectualisation, de conscientisation, de se dire voilà, d'abord on n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui passent par des temps compliqués, mais ensuite parce que plus on est confronté à la crise, et je ne dis pas que je l'appelle de mes voeux, mais puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on était en crise permanente, je serai cohérent avec mon propos, plus on est confronté à ces situations de crise, plus on apprend à les gérer et donc à les relativiser aussi. Je pense que ça, c'est essentiel. La première fois, ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux imaginer où vous voyez notifier un commandement de payer, peut-être que le monde s'effondre,
Et puis, je ne vous encourage pas à l'expérimenter, mais si vous l'avez reçu 10 fois, pour de mauvaises raisons naturellement, parce que vous n'avez pas il n'y a pas de motifs pour lesquels on exige de l'argent de vous, mais vous savez comment les choses se déroulent et donc vous êtes en capacité de faire face. Et je reviens à mon propos initial, je pense que ce qui fait la différence pour une organisation, en plus du hardware, dans les soft skills, encore un anglicisme, désolé, c'est l'aptitude de chacun dans son quotidien à faire face à des situations difficiles. Et là, on en revient au titre même, perdurer. Oui, on parlait de durabilité au sens littéral, dans la maîtrise. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est d'être dans le contrôle, alors même que la seule certitude, aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est dans le contrôle aussi de soi, dans la capacité à gérer une crise. Petit anglicisme de ma part, je vais vous challenger avec ce commentaire qui vient d'arriver, justement sur le contrôle. Se préparer à la crise, c'est vouloir contrôler, et par définition, on ne peut pas tout contrôler, sachant que notre monde va être chahuté de plus en plus. Si je pose ce commentaire en question, ça pourrait donner perdurer avec maîtrise. Est-ce que c'est d'abord savoir lâcher prise? Et en plus, vous êtes dans la rime, bravo. Mais vous avez raison. Mais pour moi, qui suis un monomaniaque psychorigide, accepter que je doive m'en remettre au destin ou lâcher prise, précisément, ça demande un effort intellectuel. Mais oui, on doit parfois admettre que malheureusement, on n'est pas en capacité. Et c'est là où l'intelligence collective qui était évoquée tout à l'heure joue un rôle absolument déterminant. Ce qui m'amène à un autre mot fort qui est dans l'ADN de votre institution, le réseau. Vous êtes des entreprises qui vivent dans un écosystème, vous êtes des entreprises qui vivent avec évidemment des employés, des clients, des partenaires, des fournisseurs, des autorités. Vous êtes insérés dans un univers proche. Comment est-ce que vous mobilisez la force de ce réseau pour assurer la pérennité de votre entreprise ? Ça commence par, je pense, la confiance envers toutes ces personnes. Une confiance qui crée de la solidité, des relations de plus grande authenticité, ouais, peut-être. Je pense qu'avec le temps, la confiance se crée de plus en plus envers les employés, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. Et on se consolide. Ce qui m'amène à une nouvelle question, mais qui est liée. Est-ce qu'on peut perdurer non seulement en dehors du bien-être et du développement aussi lucratif et social de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs, voire même de ses concurrents? Est-ce qu'on peut perdurer en maîtrisant le développement de son entreprise alors qu'on est dans un environnement local qui serait éventuellement en difficulté? Est-ce que c'est possible? Honnêtement, aujourd'hui, on est tous extrêmement dépendants les uns des autres, que ce soit en local ou en moins local. On est dépendant de nos fournisseurs, on est dépendant des énergies, on est dépendant d'autres entreprises, de nos employés. Mais en fait, c'est des interdépendances. Et je crois que quand on constate aussi qu'on est des entreprises identiques, on passe dans les mêmes phases de crise que d'autres collègues, où ça peut donner aussi un effet rassurant. On va chercher aussi des réponses. On peut se soutenir. Ce sont des leviers de transfert de compétences et de transfert d'expérience. Ouais, parce qu'il y a des choses, au moment du Covid, on était tous en train de découvrir, fallait qu'on continue à fabriquer nos médicaments, on n'a plus d'alcool, pas à boire. Hein. Pour le coup, là, c'était alcool pour désinfecter et puis pour utiliser ça dans nos process. Plus de masques, donc on a rationné, on a refabriqué de l'alcool, on a contacté des autres pharma qui avaient fabriqué des solutions alcooliques. Il n'y a rien de compliqué. Mais ce n'est pas des choses qu'on avait projetées. Et puis en fait, en se parlant, en s'appelant, comment vous avez solutionné ça? En fait, il y a un réseau qui se crée, il y a des solutions qui se trouvent, qui se partagent. Et ce qui est intéressant, en tout cas, quand il y a de la tension, c'est que le partage s'ouvre, la concurrence baisse. C'est autre chose qui joue, en fait. Donc l'ouverture permet finalement de déceler des forces. Vincent Subilia, vous vouliez ajouter? Peut-être d'un mot par rapport à ça. Et je pense que l'Alleingang, alors cette fois, c'est en allemand, comme ça on varie un peu les plaisirs, n'est jamais une solution. Pas plus qu'elle ne l'est pour la Suisse. Et je fais écho ici à quelques votations qui nous attendent. Le repli sur soi n'est jamais une solution.
Et on peut le mesurer dans le monde économique avec un parallélisme assez évident pour ce qu'on peut expérimenter sur un plan personnel lorsqu'on a un accident de vie et que dans le partage, on s'aperçoit qu'on est certainement moins seul parce que d'autres sont passés par des épreuves et que tout ça vous permet de les traverser peut-être avec davantage de sérénité. Et c'est d'autant plus vrai, je rejoins absolument votre propos, magnifique entreprise qui est OM Pharma, dans un tissu économique aussi dense et corrélé que celui qu'on connaît ici à Genève. Parce que le monde est éminemment fracturé, c'est d'ailleurs ce qui génère les crises que l'on vit. Hein. Quand on parle de crise, la dernière en date, la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est des facteurs géopolitiques externes sur lesquels précisément on n'a pas de maîtrise directe qui s'imposent à nous. Donc essayons de travailler sur les leviers qu'on maîtrise, justement. Et dans les leviers qu'on peut maîtriser, il y a celle du partage en situation de difficulté avec d'autres agents économiques. Jusqu'à un certain point, naturellement, parce qu'on évolue dans une économie de marché qui est quand même, et tant mieux, parce que la concurrence, elle est saine lorsqu'elle est loyale, et donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais moi, le message que je ferai passer ici aux entrepreneurs qui sont confrontés à l'adversité, c'est de le partager. C'est jamais simple. Vous n'allez pas crier sur la place du Mollard que vous êtes criblé de dettes. Peut-être pas. Mais en revanche, partager dans les cercles, et c'est aussi une des vocations de la CCIG, que vous avez des difficultés dont on espère qu'elles sont passagères, c'est psychologiquement très fort, mais c'est commercialement aussi, non pas un aveu de faiblesse, mais c'est une profonde humanité. Et ça génère de la solidarité. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ce courage. Le ressort humain, qui est vraiment dans le sujet de la solidarité, c'est l'entraide, c'est la connexion. Dans ce monde d'hyperconnectivité, on a encore énormément besoin de connexion humaine. Plusieurs commentaires et questions dans les qualités humaines ou les caractéristiques. La question de la patience, résilience, qui rime avec patience. Et l'inaction, alors, peut-elle être une solution ? Gérald Vernet, je me tourne vers vous. Est-ce que l'inaction peut être une solution en difficulté ? On attend que ça passe ? Ou on laisse émerger peut-être des choses par elles-mêmes ? Que c'est délicat de répondre à ça. Ne pas agir ou attendre ne doit pas être une fuite. Ça peut être au mieux une décision parce qu'effectivement, on n'est pas en capacité de prendre une décision à un moment. Mais ne rien faire est un risque aussi. Et donc, on doit savoir, est-ce que la dette va s'approfondir ? Est-ce qu'on va perdre des collaborateurs, etc. Il y a des conséquences derrière. Donc, je dirais, ne rien faire peut être une stratégie, mais elle doit être voulue, cette stratégie. Et même là, je dois dire que je reste sceptique. C'est-à-dire qu'il faut déjà le penser en amont. C'est la question toujours des phases. On pense souvent à crise, on pense au pendant. Mais si éventuellement il y a d'inaction pendant parce qu'il vaut mieux courber le dos, encore faut-il avoir eu peut-être de l'action avant, c'est la préparation, avoir de l'action après pour avoir les mécanismes de vérification, d'amélioration qui se mettent en place. Je dirais que mieux on est préparé, mieux le sportif s'est entraîné, etc., moins il sera confronté à des situations qu'il est incapable de gérer. Donc on diminue aussi le genre de situations dans lesquelles on est en sidération, par exemple. Alors moi j'aime bien en tant que boutade dire je suis plus intelligent sur la planète, mais de temps en temps j'ai un peu besoin d'aide. Et je crois que parfois, on a besoin que quelqu'un nous prenne la main, nous coach, et puis nous dise, tu sais, moi qui ne suis pas sous pression, je vois les choses comme ci ou comme ça, nous prendre de la distance par rapport à ça. Je pense que c'est extrêmement important. Et pour revenir sur le réseau, il se fabrique, c'est un investissement, il ne va pas vous tomber dessus par hasard. Donc voilà, je vais payer une cotisation à la chambre, je vais venir à la journée ici. Pour moi, c'est des heures de travail, je ne vais rien encaisser aujourd'hui, mais c'est un investissement, donc comprendre, parce que je dois me développer, je dois me confronter aux autres. C'est avec les autres que je vais grandir. Et il se mobilise le réseau aussi quand la météo est bonne.
comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent aussi quand tout va bien pour être d'autant plus forts et mobilisables rapidement et efficacement quand on a besoin de soutien ou d'aide. D'accord, vous pouvez prendre le téléphone et puis dire, monsieur le conseiller d'État, j'ai un souci. Vous avez cette chance d'avoir accès à des gens qui ont les leviers parce que vous l'avez préparé, ou bien c'est le voisin, etc. Vous avez préparé. Vous vous donnez des outils. Je crois que c'est ce que disait Vincent aussi tout à l'heure. Vous avez besoin d'outils. Il faut les préparer, ça. Moi, je me suis retrouvé avec la situation de RUAG, avec une entreprise sous attaque, avec aucun préparatif. J'étais dans une situation où on a dû inventer ad hoc. C'est pas bon du tout. C'est de la casse derrière. Je continue le fil des questions qui nous sont posées sur cette notion d'incertitude. Le risque, l'entreprise, c'est du risque et c'est de l'incertitude. Nous dit Julien Tardis, c'est donc dans son ADN. Sans ça, tout le monde serait entrepreneur. La crise est essentiellement au centre de l'aventure économique. Point d'interrogation. On revient à l'idée que finalement, la crise puisse faire partie du business as usual, un état normal, si ce n'est parce que le monde est devenu plus incertain, peut-être parce que finalement on ne le regardait pas comme ça auparavant, mais c'était déjà le cas. Est-ce que le monde a été plus sécure autrefois qu'aujourd'hui? Ça n'est pas forcément garanti. Je ne prétends pas avoir la mémoire statistique, mais effectivement, vous savez, on entend souvent d'aucuns dire c'était mieux avant. Si on prend un certain nombre de grandes tendances, notamment la lutte contre l'élévation du niveau de vie, la lutte contre les maladies, etc., on vit mieux globalement, en tout cas sous nos latitudes aujourd'hui, que ça n'était le cas il y a 50 et 100 ans. Donc, des améliorations, on en a connu, et c'est d'ailleurs ce qui doit nous mobiliser au quotidien, ce qui donne sens, en particulier quand on est dans l'industrie pharmaceutique. Oui, je crois qu'on l'a dit, un double constat qu'on a posé, c'est que la crise, elle est révélatrice de talent, et la crise, elle nous force à être meilleurs, et puis ce qui fera la différence, c'est la façon dont on peut l'affronter, avec ce qui est du domaine de la préparation, hein, ça c'est peut-être l'inné, et puis la capacité à faire face. Mais la crise, elle peut être aussi un moteur économique de premier plan, véritablement. Des disruptions imputables à une crise, elles ouvrent un boulevard de possibilités pour les entreprises qui précisément l'affrontent et puis sont suffisamment, je reviens dans des termes qui sont un peu des poncifs, mais résilientes et agiles pour en tirer parti. Donc c'est un modèle d'affaires. C'est tirer les leçons, c'est avancer. Certainement. J'aimerais véritablement essayer de faire en sorte que le mot crise ne soit utilisé qu'au bon moment. Et je pense que la crise d'Ormuz ou la crise de X, de Y, c'est leur crise. C'est pas encore la mienne, en tant qu'entrepreneur. D'accord ? Et j'aimerais autant que possible que, je me suis noté là, hein, les défis, les questions, les frictions, les perturbations, les situations d'urgence, soit gérées, hein, situations d'urgence, mes stocks, etc., soit gérées dans les structures et les processus le plus normal possible, pour éviter de user la structure et user l'entreprise. Et véritablement garder cette notion de crise pour quelque chose qui sort tellement du quotidien qu'elle nécessite une réponse ad hoc avec des structures ad hoc. Alors, néanmoins, vous me faites penser à une chose, c'est la question des facteurs externes qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Alors, vous me direz, c'est presque la définition d'une crise, mais Détroit d'Ormuz, ça peut devenir mon problème à partir du moment où j'ai un problème d'approvisionnement, n'est-ce pas, pandémie du Covid, à partir du moment où la chaîne d'approvisionnement est perturbée, ça peut avoir un impact sur mes stocks, sur mon approvisionnement de matières premières, mon approvisionnement d'équipements, mon approvisionnement. Donc, à quel moment on sent la proximité de la crise de l'autre ? À partir du moment où elle impacte ma substance. Je veux dire, le bateau qui se trouve en travers du canal de Suez, pour certains, c'était rien du tout.
Pour d'autres, c'était le début des problèmes, le début d'une vraie crise. D'accord ? Donc, vraiment, c'est ma substance. Le monde est en feu, mais qu'en est-il de moi ? Suis-je moi-même en crise ? Maxime Chapuis, je vous adresse une question qui vient sur que j'ai vue tout à l'heure, est-ce que je la retrouve, sur les signaux. Quelle solution pragmatique pour détecter des signaux faibles, c'est-à-dire se préparer avant ? Vous parliez de votre inventaire, de vos stocks tout à l'heure. Vous avez développé une expérience puisque vous avez surmonté ce problème-là. Est-ce qu'on se donne dans ces outils de pilotage de l'entreprise, d'une start-up de 5-6 ans, des critères, des indicateurs, une boussole ? Est-ce que vous identifiez ce qui est fondamental pour la préservation de votre modèle d'affaires ? Alors effectivement, je pense que, comme on le disait avant, à chaque crise on apprend. Et inconsciemment, comme du fait qu'on soit encore assez jeune, inconsciemment on fait face à ces mini-crises. Et on apprend tout ça et on crée avec la comparaison du sport, juste avant on crée des réflexes. Et puis au final on s'entraîne. Donc on engrange l'expérience. Exactement. Je pense que c'est vraiment une question d'expérience. Donc, ce qu'on a encore très peu, parce qu'on reste jeune. Donc le mot perdurer, je ne pense pas qu'on peut parler encore de perdurer parce qu'on est super jeune. Mais le fait de surmonter toutes ces mini-crises, on engrange l'expérience, on s'entraîne, on crée des réflexes. Et c'est ça qui nous fait avancer. Jeune, mais je n'ai pas oublié, ambitieux. Donc vous allez perdurer, c'est sûr. Sandrine Bertrand, il y avait une question qui vous était personnellement destinée. Certaines personnes vous ont surprise, vous le disiez tout à l'heure, dans la crise. Quels étaient leurs profils ? Attendez, pardon, j'ai perdu la question maintenant. Mais si j'ai bien saisi la question, c'était quels sont les profils d'employés, de collaborateurs, de collaboratrices qui se sont révélés en situation difficile ? Oui, j'ai lu la question, du coup. Voilà, c'est ça. Certaines personnes nous ont surprises dans la crise. Voilà. Quel profil était leur expérience et pourquoi une surprise ? En fait, on est on est en industrie pharmaceutique, très processus. On a des fiches de poste dans lesquelles il y a des choses très classiques. On en a parlé tout à l'heure en table ronde, avec des compétences classiques. Or, au moment de la crise, on a vu on avait besoin d'autres compétences, d'autres soft skills, comme on dit en anglais, qu'on n'avait pas du tout identifiées, qui ne sont pas dans notre standard. Et c'est ça que cette crise a révélé. C'est des choses qu'on ne s'est pas dit, on a besoin de quelqu'un qui est capable de gérer de manière exceptionnelle la pression, capable de prendre des risques dans une décision, capable de contourner certains process. Parce que quand on s'est trouvé en mode Covid, où on n'était plus que 10 sur 200 à quand même essayer de faire tourner un site de production, à un moment, si on veut appliquer tous les processus qui étaient en place la veille, en fait, c'était juste pas possible. Donc c'était aussi des gens capables, sans avoir demandé au chairman son avis, de décider de contourner ce processus. Et ça, c'est pas écrit dans une description de fonction. Au contraire, on écrivait plutôt des gens qui étaient capables de suivre les normes. Et là, en fait, on a eu besoin de gens qui étaient capables, raisonnablement, n'enregistrez pas des choses, on n'a pas contourné des choses critiques, mais en fait, c'est exactement ça. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir un Chief Crisis Officer dans l'entreprise ? Si on part du principe que la réalité, le quotidien, c'est une succession de crises à gérer, toute échelle retenue, mais est-ce qu'un poste et une personne dans une fonction à ce titre-là serait positive pour la pérennité de l'entreprise ? Alors, je ne sais pas, je réponds vraiment à chaud sans avoir tellement réfléchi en amont, mais je pense que c'est plutôt c'est l'ensemble de l'organisation qui doit être prêt à ça. Une seule personne capable d'anticiper. Une crise, elle peut être humaine, elle peut être technique, elle peut être sur les énergies, elle peut être sur nos stocks de matières plastiques. Enfin, une personne capable de gérer tout ça, ça me paraît dangereux, parce qu'en plus, cette personne, si elle est absente, il faut avoir aussi un remplaçant. Enfin bref, je pense que c'est plutôt l'ensemble de l'organisation qui doit se préparer. Et pour répondre à la question qui était juste avant, c'était est-ce qu'on doit anticiper les crises et les identifier ? Honnêtement, nous, il y en a 4-5 d'affilée qu'on n'avait pas du tout vu venir. À un moment, on s'est dit, on est à peu près stabilisé, on avait fait notre budget tout bien, et puis Trump annonce des taxes
Donc voilà, on avait des marchés en dollars, on a des taux de change qui sont complètement... On n'avait pas vu venir ça. Donc je pense que quelques signaux faibles, être capable d'être à l'écoute, c'est extrêmement important. Mais je pense que l'autre pendant, c'est d'avoir une organisation et des gens qui sont en capacité d'absorber justement ce qu'on a dit depuis le début, des choses qui ne sont pas prévues. Et ça, je suis persuadée que c'est possible. Parce que là, en fait, vous allez partir en dépression. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de... Non, mais c'est positif, en fait. On parle de crise, on parle de difficultés. Je pense que toutes les entreprises qui sont là, elles fonctionnent aujourd'hui. En difficulté. Mais l'humain est capable de choses exceptionnelles. Les entreprises sont résilientes et elles découvrent leur force dans l'adversité aussi. Voilà. La CCIG, le cœur de mission, l'ADN, c'est le réseau. Ce fameux mot qui est venu à plusieurs reprises, c'est le ensemble. Comment se passe le transfert d'expérience? Comment se passe le transfert d'expériences positives comme difficiles? Merci de cette excellente question. Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit et je partage absolument votre avis. On voit naître, alors, le CEO, ça c'est bien connu, mais on voit naître des postes parfois assez exotiques, le Chief Happiness Officer. Et alors le Chief Crisis Officer, moi j'aurais tendance à croire que plutôt que d'isoler une personne, c'est une question d'état d'esprit et qui doit percoler dans l'entier de l'organisation pour que chacun, à son niveau, soit en capacité d'affronter la crise. Et d'ailleurs, parmi les questions, et on voit qu'elles sont très nombreuses, on disait le terme de crise, il est galvaudé. On revient à ce que disait mon voisin, Gérald, c'est qu'il faut effectivement, dans la sémantique, conserver le terme de crise pour les épisodes qui sont véritablement de nature systémique, et où les fondamentaux de son activité sont à risque, parce que sinon on va basculer dans une sinistrose absolue, et c'est certainement pas le message qu'on veut faire passer ce soir, où on a un parterre d'entrepreneurs de grande qualité, et c'est eux qu'on doit pouvoir célébrer. Maintenant, le rôle de la Chambre. Moi, je dirais que notre cœur de métier, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est véritablement ce qu'on s'emploie à défendre et promouvoir, et ce depuis plus d'un siècle et demi. Alors avec une dimension macro, on porte la voix de l'économie dans le champ politique parce qu'il faut que les fondamentaux qui permettent aux entreprises de créer de la valeur et donc de l'emploi soient bons. Songez à la fiscalité, à la mobilité ou l'immobilité, à d'autres. Et puis, sur un plan plus microéconomique, effectivement, la Chambre en est une place de marché. On est cette communauté d'entrepreneurs, à peu près 3000 entreprises, auxquelles on réserve toute une gamme de services, dont la dimension événementielle, c'est 150 manifestations de tout type, de tout format par année, qui permettent aux entrepreneurs d'entrer en interaction avec d'autres. C'est cette notion de réseau que vous évoquiez, et qui est encore plus essentielle, j'insiste là-dessus, lorsque les temps sont compliqués. Parce qu'il y a cet élément de solidarité ou d'humanité qu'on voit naître, où les entrepreneurs ont fondamentalement, et c'est d'ailleurs le but de ce soir, et quand on ira tous boire un petit verre tout à l'heure, en se disant santé au propre et au figuré, eh bien, c'est de pouvoir créer du lien. Et on a beau être dans toutes les logiques strictement économiques, on a un œil sur son PNL, comme on dit vulgairement, on demeure des humains, et c'est ce qui fait la richesse, et c'est aussi ce qui nous permettra de transformer ces crises et de tous tenter à notre niveau de contribuer à un monde qu'on espère meilleur. C'est merveilleux. On vit dans une société dominée, ou en tout cas on croit, par la technoscience et technologies qui se développent à une telle rapidité, mais on en revient toujours à l'humain. La cellule vivante est fondamentale pour notre développement et notre résilience. Oui, si vous me permettez un petit mot à ce sujet-là, surtout les thématiques des rôles, chief machin, chief truc, chief bidule, voilà. La plupart de nos entreprises sont des toutes petites entreprises. Elles n'ont pas la capacité d'avoir des chiefs à gogo dans tous les sens. Et quand on entraîne, quand on fait un exercice, on permet finalement à des talents, à des gens qui ont tout à coup ce feeling pour conduire, à devenir des orchestrateurs qui vont permettre aux autres à organiser le travail. Et ce que disait Sandrine est essentiel. Une crise qui va durer peut-être intensément pendant une semaine ne peut pas tenir sur une personne. Donc on doit avoir plusieurs personnes à disposition qui ont eu la chance de participer à des exercices et qui savent comment faire si jamais c'était mon tour.
Je disais, je crois tout à l'heure dans mon exposé, j'étais en Suède, vous avez cet avion qui s'écrase à Smolensk avec la moitié du gouvernement polonais. C'est devenu mon problème tout de suite parce que j'étais le remplaçant chef d'état-major d'un énorme truc. Mais parce que je savais le faire et que tout le monde m'a aidé, parce que alors les camarades en uniforme ont été exceptionnels à ce moment-là, on a passé à travers comme si de rien n'était. Parce qu'il y avait cette Stellvertreterregelung, comme disent nos amis alémaniques, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut reprendre le flambeau et continuer derrière. Donc c'est ça l'organisation qui va nous permettre, et l'entraînement, va nous permettre simplement de passer à travers. Je trouve que ça... Pardon, allez-y. Non, pardon, je me permets juste de compléter un petit peu, ça rejoint une question qui est posée sur le fait de pouvoir détecter des crises ou d'avoir des signaux faibles ou forts. Il y a les limites planétaires qui sont évoquées. Je pense que si on revient en arrière, il y a des crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui étaient déjà identifiées il y a pas mal d'années, pas mal de décennies, mais pour autant on n'a pas entendu. Je pense qu'il y a un moment où on n'est pas, l'humanité n'est pas prête à peut-être des fois prendre conscience de crises qui vont arriver. Enfin, il y a des choses aussi, on est dans un certain déni. Pourtant, il y a des choses qui sont factuelles, il y a des données, il y a de l'historique, et on reste dans le déni. Donc, il faut se dire qu'une entreprise, c'est le même fonctionnement collectif. Je pense qu'il y a une part de déni. Donc on peut mettre tous les indicateurs qu'on veut. Je pense qu'il y a un côté, un moment, de choses qu'on ne veut pas voir ou dont on ne croit pas que ça pourrait arriver. Donc moi, je suis vraiment plus sur le fait de se préparer, que le collectif soit capable de le faire, avec des processus. Et pas s'arrêter au fait qu'à un moment, on va le voir venir. Parce que pour le coup, ça, en tout cas, on est passé, nous, quasiment à chaque fois à côté. Alors, une question aussi qui nous parle de l'IA comme possible levier. Si nous ne voyons rien venir, est-ce que la technologie peut nous aider à anticiper des scénarios? Est-ce que la technologie peut nous... Aujourd'hui, voilà, on peut se demander si la prospective promise par l'analyse des données à grande échelle avec l'IA sera une des solutions. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur la technologie pour voir ce que nous n'arrivons pas, nous, humains, à voir ou ne voulons pas voir? On a encore 2 heures pour faire le sujet. Il y a l'apéro. Ah, il y a l'apéro. Alors je vais être bref. L'intelligence artificielle est un formidable élément pour nous aider à condition qu'on sache ce qu'on fait avec, ce qu'on met dedans, les questions que l'on pose, etc. Ce qui est intéressant de l'utiliser, c'est ce qu'on fait nous, sur nos plateformes, c'est qu'on fait discuter la donnée ensemble et on demande à l'intelligence artificielle, est-ce que tu trouves quelque chose là-dedans que je n'ai pas trouvé? C'est un compagnon, mais la responsabilité, elle reste totalement chez moi ici. Donc si c'est bien fait, c'est une aide formidable. Si c'est mal fait, c'est la sortie de route. Sans compter qu'elle est riche en biais également. Donc elle est très susceptible de nous livrer des recettes déjà finalement éculées, quoi qu'on en dise. C'est peu créative. Ça dépend à laquelle vous vous adressez, quelles sont ses bases, etc. Parce que si vous allez vous adresser à une intelligence artificielle que vous avez mis à l'intérieur de votre entreprise et que vous maîtrisez de A à Z, il n'y a pas de raison qu'elle se mette à délirer. Par contre, si vous allez sur des bases de données qui sont alimentées par je ne sais qui, vous avez tout à coup plein de risques qui sortent là-dedans. D'accord ? Donc c'est devenu un vrai métier en soi. Il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, il faut faire extrêmement attention. Mais je dois dire, nous, on l'utilise aussi tous les jours pour la prise de décision, mais comme compagnon. Pour revenir à l'humain, puisque vous l'avez souligné, cette force de la solidarité, cette force du ensemble, cette force du transfert d'expérience et puis de la crise comme révélateur aussi, les bonnes surprises des personnes qui se montrent en capacité d'eux. Peut-être vers vous, Maxime Chapuis, est-ce que, au-delà des compétences techniques qui vont figurer sur un CV, finalement, la crise, c'est aussi une question de compétences humaines où se révèlent des traits de caractère que nous avons tous, des capacités que nous développons par ailleurs, en famille, au sport, dans des activités associatives, qui vont pouvoir être mobilisées là, en dehors d'un curriculum vitae, en dehors d'un cahier des charges. Est-ce que vous vivez ça, puisque vous aventurez
dans le vécu entrepreneurial. Effectivement, des CV, on en voit sûrement tous les jours défiler. Après, évidemment que c'est hyper important ce qui est énuméré sur ces papiers-là. C'est impossible de connaître la personne à travers son CV. Face à une crise, on n'a aucune idée sur un CV à quel point la personne va se défiler, va être solide, va être agile, réactive. Voilà, réactive à n'importe quelle situation. Donc c'est ça qui est un petit peu dangereux. C'est aussi avec de l'expérience, comme je le disais avant, en faisant confiance. Et c'est avec le temps, malheureusement, que le temps est la seule solution pour ça. Pour que les personnes puissent se révéler. Sandrine Bertrand, vous vouliez compléter ? En fait, je pense que c'est déjà qu'on se connaisse déjà nous-mêmes dans la crise, en tant que dirigeants ou du moins décisionnaires. Déjà, après nos collaborateurs évidemment, mais nous-mêmes on se surprend, alors des fois en bien, puis des fois en vraiment moins bien. C'est comme ça, et c'est vrai que c'est l'expérience qui va faire aussi qu'à un moment on s'apaise aussi parce qu'on s'est déjà confronté à des choses. Et un des sujets que mon expérience me permet aujourd'hui de dire et de conclure, entre guillemets, c'est d'essayer de garder de la clarté et d'être capable de garder une certaine concentration, de se mettre à distance quand on doit décider aussi ou quand on doit gérer une crise. Parce que si on reste dans le rush, en tant que décideur, en fait, c'est pas possible. Vous voyez, quand vous faites des exercices de crise, la personne qui pilote la crise, qui doit prendre les décisions, à un moment, elle doit s'isoler, elle doit être en concentration, elle doit analyser ses éléments. Si elle reste dans le rush, en fait, à un moment, elle est embarquée aussi. Moi, j'adore le rush, j'adore... et pas mal de fois, je me suis fait embarquer par ça, alors que mon rôle aurait été de me prendre un pas de côté et d'avoir une analyse plus focus, plus de clarté, plus de calme, plus de simplicité. Et ça ne se révèle pas sur un CV, ça ne se révèle pas non plus tant qu'on ne l'a pas vécu. Et puis même des fois, quand on sait, on se trompe encore. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas acquis non plus. Avancer à petits pas, être capable aussi de faire un pas de côté pour prendre du recul et se décentrer par rapport à une réalité présente. Vincent Subilia, vous vouliez ajouter ? Donc, peut-être d'un mot en écho à ce qui vient d'être énoncé ici, auquel je souscris par ailleurs. C'est vrai que ce qui contribue, et je parlais de perception tout à l'heure, à ce sentiment avéré de crise, c'est aussi l'accélération du rythme avec lequel on est amené à mener nos activités. Et là, les évolutions technologiques y contribuent très largement. Et donc la capacité, et c'est un peu un vœu pieux s'agissant de ma modeste personne, parce que j'ai quelques difficultés à le faire, mais justement, parce qu'on a le nez dans le guidon en permanence, de prendre un peu, et je reste dans l'anglicisme, un helicopter view, et donc de se dire, cette bouffée d'oxygène, on en a besoin parce que c'est elle qui nous permet d'avoir une parenthèse qui nous donne une vision stratégique, et donc être en capacité de prendre des bonnes décisions qui ne sont pas dictées uniquement par les urgences, et je le mets ici au pluriel, c'est essentiel. Encore une fois, face à cette et je rajoutais permacrise qui est la nôtre, ce qui fera véritablement la différence pour les chefs d'entreprise, c'est la capacité qu'ils auront de 1 à s'appuyer sur un certain nombre de procédures qui auront été identifiées, de 2 avoir le bon état d'esprit qui leur permet, de par leur vécu personnel aussi, d'être suffisamment solides pour y faire face, et de 3, et on a insisté là-dessus en soulignant la dimension humaine, de pouvoir s'appuyer sur un réseau qui est aussi, nonobstant la concurrence qui peut exister, qui est aussi marqué par cette solidarité empathique dont les chefs d'entreprise, souvent très seuls, ont besoin par ailleurs. Donc surtout, 3, à mon avis, axes qu'il faut ici valoriser. Et surtout ne pas s'isoler. On arrive au terme de cette table ronde. Nous avons encore... j'avais 4 questions, j'en vois 5 maintenant. Ça va être le défi avant de conclure, puisque je me disais 4 questions, une question pour chacun d'entre vous. Alors, l'une ou l'un de vous en prendra peut-être 2, voyons ça. Quelle est votre définition profonde d'une crise ? Ce terme n'est-il pas galvaudé et surutilisé en permanence au lieu d'orienter sur la fin d'un cycle global ? Alors on a
touché un petit peu ce sujet déjà pour définir ce qu'est une crise. Gérald Vernez, vous nous disiez, c'est déjà quand ça touche l'équilibre et que ça met en péril l'entreprise et quand ça nous touche directement. Oui, je vais être bref. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ma substance. Si ma substance est en danger, oui, ça devient ma crise. Du coup, comme vous êtes bref, vous avez droit à 2 questions. Si la permacrise est le terrain, est-ce que l'antifragilité, je vous laisse définir l'antifragilité, est une manière d'y évoluer, d'y répondre? Bon, c'est un terme que j'ai amené ce matin de manière très imprudente. L'antifragilité, c'est pas un produit, c'est un résultat. Au final, on crée de l'antifragilité à partir du moment où on a pris toutes les bonnes mesures pour être prêt à gérer des situations d'exception. Elles peuvent être de thèmes organisationnels, technologiques, logistiques, légales, etc., etc. Donc en fait, on crée l'antifragilité, c'est la capacité de la résilience aussi en même temps. On continue avec nos dernières questions. Et puis je vais laisser la parole d'abord à Sandrine Bertrand et le privilège de choisir la question de son choix. Cool. Ensuite, Maxime Chapuis et Vincent Subilia s'arrangeront entre eux. Moi, je me mets en retrait. Alors, quel est le rôle de l'État Je crois qu'on a au premier rang des personnes très intéressées. Le dépassement des limites planétaires est une crise majeure que nous tenons à distance. Quel levier pour développer la capacité à faire face à cette réalité? Et encore, la méditation pour faire face et prendre de bonnes décision. Votre choix, Sandrine. Alors, je vais prendre la dernière, sachant que je ne médite pas encore. Mais par contre, ça rejoint ce que j'ai partagé tout à l'heure, le fait d'être capable de sortir un peu du système, d'apaiser les choses, d'avoir de la clarté, de la simplicité, de retravailler sa concentration. Parce qu'en fait, on doit décider, on est embarqué. Pour autant, on subit les mêmes choses. Et on est sur les smartphones, on a des infos toutes les 3 minutes. L'IA accélère aussi les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, les leaders et les dirigeants, les décideurs qui vont arriver à faire la différence, c'est ceux qui vont bien se connaître, qui vont être bien alignés avec leurs valeurs. Parce que quand il y a du grand vent, quand on sait où on se trouve, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, d'être capable justement de se sortir de cette espèce d'effervescence dans laquelle les équipes doivent rester, parce qu'il faut faire, mais d'être capable de faire ce retrait. Et la méditation ou le sport ou de l'art ou autre chose qui permet un peu d'apaiser l'hyperactivité aussi du corps, je crois que c'est essentiel. Et ça, on ne comprend pas tout de suite quand on est très jeune parce que tout marche tellement bien. Puis un peu avec l'âge, après, on se dit, ouais, peut-être va falloir faire des choses un peu différemment. Donc oui, je suis convaincue de ça. Et chacun doit trouver son moyen de s'apaiser et de gagner de la clarté. Merci. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, je vais piper un peu les dés, parce qu'il me semble que vous parlez sport, donc je me tourne évidemment vers Maxime Chapuis. Et puis, on parle de dépassement des limites, donc on se tourne naturellement vers le sportif. Que ce soit les limites planétaires, comme crise majeure que nous tenons à distance, quel levier pour développer la capacité à faire face à cette réalité. Donc, je vais élargir au-delà des crises, des limites planétaires, la question du dépassement des limites. Vous en avez l'expérience personnelle, à titre individuel, dans votre trajectoire de vie. Vous en avez l'expérience à titre d'entrepreneur. Encore une fois, qui a osé sauter dans le bain en pleine crise. Donc, vous, le ressort pour dépasser les limites, quel serait-il? Alors, je pense que dépasser les limites, c'est pas forcément le terme, mais c'est plutôt repousser les limites. Dans le sens où, en tant que sportif, évidemment qu'on a tous des limites physiques, mentales, mais grâce à l'entraînement, on est capable de repousser ces limites de plus en plus loin. Et je pense que dans le domaine entrepreneurial, c'est assez similaire. Notre structure, elle a forcément des limites, mais avec de l'expérience, avec une bonne stratégie, des bons réflexes, on arrive à repousser ces limites. Le fait de les dépasser, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. À mon avis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les dépasser, pour moi en tout cas, ça indique plutôt la sortie de route.
D'accord. Vous aimez, vous trouvez la stimulation finalement aussi. C'est ce que vous nous disiez, donc on les repousse, on en trouve d'autres. Voilà, exactement. Maintenant, je m'amuse à les dépasser sur mon vélo. Je suis capable de dire que c'est pas la bonne solution. Mais effectivement, dans le monde entrepreneurial, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Gestion du risque. Merci beaucoup. Vincent Subilia, le rôle de l'État. Une question qui arrive à point nommé, qui est la dernière, puisqu'on salue la présence parmi nous du conseiller d'État Colin Valder, aux côtés des autorités du maire de Meyrin qui nous accueillent. Alors, comme bon libéral humaniste, puisque je pratique un peu la chose publique, j'ai coutume de dire de notre institution, la Chambre, ou de rappeler plus exactement qu'elle est un acteur privé, ce qui lui permet parfois de porter la critique que l'on veut constructive à l'endroit des autorités, ce qui serait plus compliqué si davantage d'aventures ont été nourries par ces mêmes autorités. C'est le cas des chambres françaises qui dépendent assez directement de Bercy. Je fais ici un petit comparatif du monde des chambres de commerce, qui est par ailleurs passionnant. Donc, comme acteurs privés qui valorisons l'entrepreneuriat, on a souvent appris à se dire cette maxime que l'on sait, ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Et donc, je pense que les entrepreneurs puisent les ressources qui sont les leurs avec les difficultés auxquelles ils sont confrontés, on les a évoquées. Cela étant, je suis convaincu du rôle essentiel que l'État peut jouer dans ses prérogatives régaliennes et en particulier lorsqu'on est confronté à la crise. L'État est naturellement émetteur de normes, il est prescripteur de bonnes pratiques et puis pour rester dans la rime, il est aussi ambassadeur, à l'instar de cette belle soirée, et je remercie encore une fois les organisateurs, parce qu'il faut faire savoir le savoir-faire, sans mauvais jeu de mots, des entrepreneurs. Et donc, comme prescripteur, émetteur, ambassadeur, l'État a un rôle déterminant à jouer. Et en période de crise, il a cette fonction de stabilisateur aussi. On a évoqué tout à l'heure une crise majeure sur le plan sanitaire qui était le Covid, et j'ai très clairement à l'esprit, mais également comme député ici, les mesures qui ont pu être prises par l'État sur le plan économique pour véritablement faire en sorte que cette crise, à défaut d'être totalement jugulée, puisse ou maîtrisée, puisse voir ses effets limités. Et donc, c'est dans les périodes difficiles que l'État a un rôle, à mon sens, encore plus essentiel à jouer. De là à plaider pour un interventionnisme étatique, ça n'est certainement pas ma philosophie, mais je pense que la logique de partenariat public-privé, qui est aussi un terme un peu galvaudé, mais la capacité, comme c'est illustré ce soir, à avancer main dans la main avec un objectif commun, nonobstant nos divergences, c'est ce qui va faire la différence. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc l'État, effectivement, partie prenante aussi de cet écosystème économique. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à vous quatre pour votre participation et toute l'infusion d'idées et de partage d'expériences que vous avez su démontrer. Merci à tous les participantes, à toutes les participantes et tous les participants. Merci pour vos questions. Merci beaucoup.